Bonjour, bonjour. Tassez-vous au fond de l'église, les premiers rangs sont réservés à la famille. La cérémonie de mariage eut lieu au mois d'octobre 1923, à peine un peu plus d'un an après la disparition de Max, ce qui était totalement fou et faisait bien sûr jaser tout le monde. Beaucoup étaient déroutés de me voir jouer à la veuve joyeuse qui enchaînait les maris. De mon côté, je n'avais pas vraiment la gaieté qu'il convenait d'avoir le jour de ces noces car j'avais l'impression de faire une énorme bêtise. Flora demandait tout le temps si Marmaduke était son deuxième papa et si son premier papa au ciel était d'accord pour que je me marie avec lui, ce qui me mettait légèrement dans l'embarras. Ma famille et tous ceux qui vivaient au château faisaient leur possible pour que ce mariage étrange soit malgré tout une fête, et Marmaduke cachait ses angoisses de se sentir pris au piège en faisant des blagues toute la journée et en charmant tout le monde. Le jour J, j'avais bien entendu renoncé à porter une robe de princesse pour cette seconde union et celle que je portais était toute simple, en dentelle blanc cassé. Par un jeu du destin, elle laissait voir, comme pour mon mariage avec Max, un ventre arrondi qui n'avait rien de celui de la jeune vierge habituelle en cette circonstance. L'église était de nouveau pleine à craquer, car aussi bien pour les enterrements que pour les mariages, ce qui arrivait dans notre famille semblait toujours être une source d'émotion ou de divertissement pour beaucoup de gens. Une grande partie de la famille américaine de Marmaduke avait fait le voyage, une quarantaine de personnes environ, et tous s'extasiaient sur le château de Conte de Fay et sur les toilettes élégantes que portaient les jolies Françaises. Mes cousins, leurs femmes et leurs 2 paires de jumeaux étaient là, ce qui rendait Flora ivre de bonheur. Et ma Claudine, avec ses 3 bambins et Andrew, était à mes côtés aussi. Andrew avait d'ailleurs dû lui parler de mon étrange attitude lorsqu'il m'avait annoncé le départ d'Archie, car quelques minutes avant que j'entre dans l'église, elle me prit à part et me demanda à brûle-pourpoint ce que je pensais des Écossais. Mon teint virant au cramoisi la conforta dans ce qu'elle et son mari avaient hélas supputé. En 30 secondes, je lui crachai tout le morceau et les larmes commençaient à monter aux yeux lorsque je lui dis qu'avec ce mariage, je passais sûrement à côté de l'homme de ma vie. Claudine me secoua un peu, me demanda sécher mes yeux et me dit « Écoute Zéna, il me semble que tu m'avais dit que c'était Max, l'homme de ta vie. Or, j'apprends que le bel Archie t'avait déjà émoustillé alors que tu étais encore mariée, et qu'ensuite, une fois veuve, ce n'est pas de lui que tu attends un bébé, mais d'un troisième. Donc, je pense que parler d'homme de ta vie n'est pas totalement approprié. Il vaudrait mieux parler de l'homme du moment. Et pour le moment, c'est Marmaduke, le père de ton enfant. Donc, tu arrêtes de te compliquer la vie et tu vous donnes une chance de faire quelque chose ensemble. » Et elle conclut par son fameux « Allez, zou, en avant !» Et quand Claudine disait « Allez, zou », il ne fallait pas la contrarier. C'est donc avec un sourire assez peu naturel, mais néanmoins crânement affiché, que j'entrais dans l'église, escortée par Tancred et Titus, pour rejoindre Marmaduke, qui affichait lui aussi le même sourire, parfaitement artificiel. La cérémonie se déroula pour moi dans une sorte de brouillard, jusqu'au moment où 2 voix superbes d'hommes s'élevèrent du fond de la chapelle pour chanter le duo des pêcheurs de perles de Bizet, qui éblouit tout le monde par la puissance et la beauté des 2 timbres. Je n'avais pas souvenir que maman ait engagé des chanteurs, et lorsque je la regardais, ainsi que ma grand-mère, je vis qu'elles étaient aussi surprises et émues que moi. Je ne pus résister à l'envie de me retourner et de me lever pour tenter d'apercevoir ceux qui chantaient si bien. Et je réprimai un cri de surprise en voyant Jeffrey et Attila, un Américain et un Roumain, qui se connaissaient à peine, et qui chantaient ensemble dans un français magnifique. Oui, c'est elle, c'est la déesse. Cet air sublime qu'ils m'offraient tous les 2 emplit mon cœur de chaleur et de reconnaissance. Ces 2 êtres que tout aurait dû opposer et que ma mère avait presque contraint à travailler ensemble s'étaient trouvés un goût commun pour la musique que j'ignorais totalement chez l'un comme chez l'autre, et après leur journée de travail, ils s'étaient retrouvés plusieurs fois en cachette dans les caves du château pour m'offrir cette magnifique surprise. Après cet instant intense, vint le moment de l'échange des consentements pour lequel il y eut un très léger flottement de part et d'autre qui fit vaciller un instant la belle assurance du curé. Puis finalement, nous nous engageâmes mutuellement et échangeâmes le baiser tant attendu. J'ai eu à ce moment-là une drôle de sensation car nous étions très loin de la fougue de notre nuit dans la jungle. Puis nous sortîmes de l'église sous les bravos, mais sans le traditionnel jeter de riz, puisque tout le monde voyait que le petit Polichinelle était déjà bien au chaud dans son tiroir. Malgré tout, l'ambiance était très gaie, avec les Américains surexcités, les amis enchantés de ce mariage pas banal, et la famille sacrément contente de l'arrivée d'un nouveau bambin. Flora et la bande des 4, assortis des enfants de Claudine, formaient un cortège très turbulent qui, Dieu merci, n'avait pas la responsabilité d'une traîne à porter, et c'est une joyeuse troupe qui se dirigea vers le château pour festoyer avec panache, comme le voulait ma grand-mère. Elle avait invité tous les amis de mon grand-père, c'est-à-dire tous ceux qui étaient venus 3 mois auparavant pour son enterrement et qui revenaient avec bonheur pour une circonstance bien plus heureuse. De mon côté, je n'avais pas osé inviter les sœurs de la grande flagellation car je doutais que la mère supérieure apprécie les tribulations de mon cœur et leurs conséquences.
mais j'avais Claudine et toute ma famille pour m'entourer et me chérir. En regardant les convives s'ébattre dans le parc, puis danser, rire et profiter de la fête, je me dis qu'après tout, il y aurait peut-être du bon dans ce mariage. Ce fut le moment que Marmaduke choisit pour passer sous mes yeux en faisant le joli cœur auprès d'une ravissante serveuse avant de se reprendre en m'apercevant et de venir sagement s'asseoir auprès de moi. Aïe, chasser le naturel, il revient au galop. Toutefois, la période qui suivit cette cérémonie fut des plus toniques grâce à toute la bande des Américains qui avaient décidé de rester 3 semaines avec nous et qui vous auraient mis de l'ambiance dans un confessionnal cistercien. Ils voulurent absolument tous dormir au château et ce dernier ne comptant que 30 chambres, les 10 plus jeunes cousines du duc, encore célibataires, décidèrent de laisser les chambres au couple et d'aménager un dortoir dans l'une des pièces du rez-de-chaussée. Et avec une efficacité remarquable, elles réussirent à créer un cocon charmant dont le sol était recouvert de matelas. Au sein de la famille du duc, hormis sa mère, qui était légèrement hautaine et un peu vexée que son fils épouse une Française et pas une gentille héritière texane, on trouvait toutes sortes de spécimens. Cela pouvait aller du brillant intellectuel qui enseignait à Harvard, à la secrétaire de direction amoureuse de son patron, en passant par 2 champions de football américain, une pianiste virtuose, des fermiers d'Arkansas, une créatrice de mode, un Marines, un couple possédant un des grands hôtels de New York, etc. Bref, un condensé de la société américaine des années 1920 qui piaillait de joie à chaque découverte dans le château. Cette gaieté était bienvenue et je dois dire que ma grossesse se déroulant particulièrement bien, je me trouvais dans une forme olympique. Le petit être qui poussait dans mon ventre semblait me communiquer sa vitalité et commença vite à s'agiter et à me donner des coups de pied, mais toujours très à propos. Les premières fois qu'il détendit ses petites jambes de manière fulgurante, j'étais en train d'écouter une musique ou de manger un aliment particulier, et je trouvais ça tout à fait normal qu'il se manifeste, Flora m'ayant fait la même chose. Cependant, les choses devinrent plus étranges lorsqu'il commença à réagir de la même manière pendant des conversations, donnant des petits coups de manière très nette, comme s'il voulait y participer. La première fois que cela arriva, nous étions avec ma mère, Mike Mitchell, mes cousins et leurs femmes, et nous parlions des affaires de mon grand-père et des stratégies de développement envisagées pour la filiale américaine. À un moment précis, ma mère dit qu'elle pensait qu'il faudrait ouvrir une usine automobile à Détroit, car elle avait entendu dire que ce serait bientôt le royaume de la production de la voiture individuelle. Mes cousins étaient bizarrement un peu frileux pour cette option, et quand ma mère insista en nous disant qu'elle était persuadée que c'était une bonne idée, je reçus une rafale de coups de pied, comme si mon bébé me hurlait de répondre oui et se plaçait déjà en investisseur. Une autre fois, Attila et Jeffrey, qui ne se quittaient plus, vinrent me trouver pour me demander s'ils devaient changer une gouttière sur l'aile ouest. Et là encore, rafale de coups de pied. Enfin, un soir, la cousine pianiste de Marmaduke, qui se prénommait Serena, nous fit un merveilleux concert, durant lequel mon bébé se tint parfaitement tranquille, jusqu'au moment où elle attaqua un morceau tiré de la belle Hélène d'Offenbach, qui était celui que chantait Épiphanie lorsque Roch entendit sa voix pour la première fois sous la fenêtre de la salle de répétition et qu'il fit tomber amoureux. À l'instant, mon ventre fut labouré. Je commençai à avoir un peu peur de la petite créature que je renfermais, et ma grand-mère se demanda tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Mon futur enfant serait-il par hasard la réincarnation de Roch ? Les Américains étaient enchantés de ce nouveau rebondissement qui ne pouvait arriver que dans un château français, où bien entendu, il y avait sûrement des fantômes. De mon côté, après avoir mal dormi 1 ou 2 nuits, je me dis qu'au moins, si l'esprit de Roch habitait mon bébé, je n'aurais aucun souci à me faire pour lui dans la vie, et cela suffit à me rassurer totalement. Les journées passaient à la vitesse de l'éclair, et nous vîmes bientôt la date du départ de la famille de Duke approcher avec tristesse. Comme j'entamais mon 4e mois et que j'étais en pleine forme, le Duke me dit un soir qu'il devait absolument retourner à New York quelques semaines pour s'occuper de ses affaires, mais qu'il reviendrait très vite pour être auprès de moi les derniers mois. Notre relation était des plus étranges. Nous passions de très bons moments ensemble et nos échanges intellectuels étaient toujours amusants et empreints d'un respect mutuel. En revanche, lorsque nous étions au lit tous les deux, une sorte de barrière existait à présent entre nous car nous ne nous étions pas réellement choisis et nous subissions donc une situation qui, sans être désagréable, avait un côté bancal. J'étais donc presque soulagée qu'ils partent, sans le dire bien entendu. 5 jours avant le départ des Américains, Marie-Antoinette et Jeffrey demandèrent à nous voir, ma mère, ma grand-mère et moi, pour nous annoncer quelque chose. Ils nous dirent qu'ils auraient beaucoup aimé se marier aussi au château, mais que toute la nombreuse famille de Jeffrey vivait à New York ou en Alabama et qu'un voyage en France était absolument au-dessus de leurs moyens. Les amoureux avaient donc décidé de partir en même temps que les Américains et de se marier à New York avant de revenir dans quelques mois si nous leur accordions la permission de partir. Ce que nous fîmes évidemment. Flora n'étant plus un bébé, elle avait moins besoin de Marie-Antoinette et cette dernière me promit de revenir bien avant la naissance du futur petit dont elle tenait à s'occuper personnellement. Cela nous attrista beaucoup de ne pas faire leur mariage au château, mais nous comprenions parfaitement les raisons de Jeffrey. Ma grand-mère, jamais à court d'idées lorsqu'il s'agissait d'organiser une fête, proposa alors de faire leur fiançailles au château 3 jours plus tard.
Cette fois-ci, il n'y eut pas d'invités extérieurs hormis les Américains, les gens du village et quelques membres de la très réduite famille de Marie-Antoinette. L'amour entre elle et Jeffrey faisait plaisir à voir et cette soirée fut un délice. D'autant plus que maman, qui, en plus de toutes ses activités, donnait toujours des cours de piano aux enfants du village, avait invité Henri, son petit prodige de 8 ans, à se produire pour la première fois en public. Ce gamin avait une vie très difficile, car il était fils unique, orphelin de sa maman depuis l'âge de 5 ans, et quasiment abandonné par son père qui, à peine sorti de l'usine tous les soirs, filait au bistrot pour boire jusqu'à des heures indues, laissant son fils aux bons soins des voisins. Le talent inné et inouï du jeune garçon pour le piano était inexplicable et merveilleux. Lorsqu'il se mit à jouer une étude de Chopin, nous fûmes tous en extase absolue. Serena, la cousine pianiste de Duke, extrêmement impressionnée, le fit travailler les 2 jours suivants pendant des heures. Et la veille de leur départ, elle demanda à ma mère si elle pourrait emmener Henri avec eux en Amérique et lui offrir la formation musicale d'exception qu'il méritait. Le petit était aux anges, et son père aussi, sautant sur l'occasion pour se débarrasser de son fardeau. À l'époque, ce genre de choses pouvait se faire assez facilement, et Serena, qui à 40 ans n'avait ni mari ni enfant, tomba littéralement amoureuse de ce petit bout de chou, dont le talent n'avait d'égal que la gentillesse. Et le destin avait fort bien fait de les mettre tous les deux sur le même chemin, car elle finit par adopter officiellement Henri, qui devint un pianiste exceptionnel dont j'aurai l'occasion de vous parler plus tard. Début novembre, nous vîmes donc partir avec un pincement au cœur tous les Américains, Marie-Antoinette, Jeffrey, le petit Henri et Marmaduke. Cela créa un grand vide, que je ne réussis à combler qu'en continuant ce que j'appelais l'enquête russe, c'est-à-dire en cherchant les origines de mon grand-père adopté. Heureusement, un peu avant Noël, Marie-Antoinette et Jeffrey revinrent, plus amoureux que jamais, et maintenant officiellement mari et femme. Quant à Duke, il arriva le 24 décembre, les bras chargés de cadeaux pour toute la famille, et très attendri par mon ventre bien arrondi. Il resta auprès de moi durant les derniers mois de ma grossesse, qui se déroula sans encombre jusqu'au 5 mars 1924, où l'arrivée en fanfare d'un beau bébé de 4,5 kg allait une fois de plus changer ma vie. Il était fort, il était vif, il ne pleurait pas, et regardait le monde avec une intensité extrême. À l'instant même, nous décidâmes de l'appeler Rock. Oui, Archie? Oui, je sais que vous les aimez, mes enfants, même s'ils sont déjà adultes maintenant. Et ils vous le rendent bien, car vous êtes leur pilier, le seul homme qui n'ait pas fait que passer dans ma vie. J'arrive, Archie. Je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.